Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. À seulement 22 ans, Sixtine, c'est la cofondatrice du Crayon Group, composé du Crayon Média, des Pépites de France, de l'agence Le Surligneur et l'agence Le Pinceau. Sixtine a toujours été très ambitieuse, mais elle n'avait jamais pensé devenir entrepreneuse. Comme elle l'explique, elle voulait devenir présidente de la République, elle adorait traîner avec les profs et elle s'habillait comme une daronne. Ayant subi d'injustes moqueries à l'école, à travers ce projet entrepreneurial, Sixtine nous explique qu'elle a pris une revanche sur la vie. Une mauvaise expérience qui finalement l'a renforcée et a renforcé sa confiance en elle. Aujourd'hui, elle n'a ni peur d'oser, ni peur de s'exposer. Sixtine a aussi été un peu éduquée à l'américaine. Si tu échoues, ce n'est pas grave, il faut des échecs pour apprendre et il faut être très optimiste. Ça, c'est le mindset de Sixtine au quotidien. Quand Sixtine a monté cette boîte, elle avait à peine 18 ans et elle n'était pas seule. Ils sont 4 associés, dont son frère Valorant. Sixtine a toujours été passionnée de politique et elle voulait se différencier le plus vite possible des personnes de son âge. Elle voulait créer un média pour les jeunes qui réunit tous les bords politiques. Les jeunes étant de plus en plus détachés de la politique, elle s'est lancé le challenge de créer un média qui réconcilie les jeunes avec la sphère médiatique et qui réconcilie les clans politiques entre eux. Un terrain neutre où les gens peuvent discuter entre eux. L'idée, créer un média de débat. Durant cet échange, Sixtine nous explique l'organisation du Crayon Group et la gouvernance de chaque associé. Elle nous donnera le secret pour préserver leur équilibre et leur force au quotidien. À 22 ans, Sixtine ne vit pas une vie standard, mais a-t-elle gardé sa part d'insouciance ? N'a-t-elle pas peur de tout plaquer dans 10 ou dans 20 ans ? Comment fait-elle pour justement préserver cette part de légèreté et d'insouciance dans sa vie de jeune femme ? Et Sixtine nous parlera également de leurs 2 gros projets récents, leur levée de fonds d'1 million d'euros et le rachat du média Les Pépites de France. Bonne écoute à vous. Salut Sixtine. Salut Sandra. Bon, je suis quand même hyper excitée parce que tu le sais, c'est mon tout premier podcast filmé. Donc c'est très excitant, c'est un mélange d'excitation, de qu'est-ce qui se passe, de comment ça va se passer, d'appréhension, voilà. Mais je suis très contente que ça démarre avec toi. Je suis honorée qu'effectivement je sois la première invitée filmée. Mais toi, tu as l'habitude en plus. Oui, mais ça reste quand même... c'est toujours sympa la première fois. C'est vrai ? Participer à des premières fois, c'est toujours sympa. C'est un moment, je pense que tu t'en rappelleras toute ta vie, ta première fois en vidéo. Mais complètement, t'as tout à fait raison. Sixtine, peux-tu te présenter, s'il te plaît, en quelques mots ? Alors, donc, je m'appelle Sixtine, j'ai 22 ans, je suis la cofondatrice du Crayon Group, donc, qui est composé du Crayon Média, du média Les Pépites de France, de l'agence Le Surligneur et de l'agence Le Pinceau. S'il te plaît, peux-tu nous rappeler ton âge ? On vient d'en parler, en fait, donc clairement, s'il te plaît, Sixtine, peux-tu nous rappeler ton âge ? J'ai 22 ans. Donc ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Est-ce qu'on peut commencer par ça, s'il te plaît ? Donc là, je change un petit peu ma manière de fonctionner. Normalement, je fonctionne pas comme ça. J'ai un peu toujours 2 questions rituelles de début. Mais là, je trouve ça hyper intriguant. T'as 22 ans. Donc déjà, quand on parle à Sixtine, on dirait pas qu'elle a 22 ans. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'avoir une femme très, très mature. Mais je pense que c'est pas la première fois qu'on te le dit. Tu peux m'expliquer un petit peu qui tu es, Sixtine, que je comprenne comment tu arrives à 22 ans à faire tout ce que tu fais aujourd'hui ? Je pense que je suis quelqu'un qui a un gros caractère doté d'une capacité d'extraversion un peu supérieure à la normale. C'est-à-dire que je gagne énormément d'énergie quand je suis avec les gens, donc limite à en devenir parfois un peu hyperactive. Ce qui fait que j'ai besoin de tout le temps faire quelque chose, de tout le temps être en mouvement, de tout le temps avoir besoin d'alimenter mon cerveau. Donc en fait, ça a peut-être fait que j'ai peut-être mûri un chouïa plus vite que les gens de mon âge et que j'ai eu cette capacité, je sais pas, de développer le crayon très jeune avec aussi mes associés qui sont géniaux, donc ça m'a aidé, mais aussi montant une boîte avec des gens plus âgés, t'as aussi pas le choix de devoir t'adapter à eux. Donc je pense que c'est un mélange de... J'ai failli casser le beau micro. C'est un mélange de tout ça, plus d'une mère aussi qui a un bel exemple de réussite qui m'a toujours poussé à aller plus loin, donc un petit mélange de tout, je pense, ouais. Et il y a 2 points donc là que tu dis qui sont hyper intéressants. Donc déjà, tu parles du fait que tu as monté une boîte avec donc d'autres personnes qui sont plus vieux que toi. Tu as monté cette boîte, toi, tu avais 18 ans. Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête
à ce moment-là? Parce qu'à 18 ans, clairement, enfin, moi, personnellement, j'étais en boîte où j'avais mes premiers copains. Enfin, tu vois, tu penses pas à ça. Toi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête et comment t'as trouvé tes associés et c'était quoi votre why, votre désir profond, en fait? Alors déjà, à la base, moi, j'ai voulu monter le Crayon. Bon, j'avais pas encore 18 ans, j'étais en fin terminale, donc j'avais 17 ans. Parce que, étant passionnée de politique, les seules personnes avec lesquelles je pouvais en parler étaient mes profs. Et je me suis dit, il faut avoir un média qui parle de jeunes. J'ai entendu ça, effectivement. Et donc, c'est là où j'en ai parlé, du coup, à mon frère Valran, qui faisait déjà de l'entrepreneuriat, lui voulait absolument faire un média de débat. Jules et Antonin sont arrivés, donc c'est comme ça que le Crayon s'est lancé. Mais c'est vrai qu'à la base, moi, j'ai absolument voulu monter un projet très vite jeune, déjà parce que j'avais l'idée qui, évidemment, me stimulait, et surtout parce que je voulais vraiment me différencier le plus vite possible des gens de mon âge. Ah oui. J'avais beau avoir des très bons résultats scolaires, je savais que si un jour je voulais vraiment atteindre de très grandes écoles, parce que moi, à la base, c'était obligatoire que je fasse des études par le biais de mes parents qui voulaient absolument que j'en fasse, et que voilà, il fallait que j'en fasse. Et donc je m'étais dit, pour pouvoir me démarquer et être prise plus facilement dans des grandes études, il faut que j'ai un projet à côté qui me différencie de la majorité des gens. Donc j'ai toujours été très ambitieuse, toujours été très drivée par le fait d'avoir une grande carrière. Je savais juste pas trop encore comment et où. Et en fait, naturellement, le Crayon est arrivé et ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai qu'à la base, je pensais pas du tout que je monterais une boîte. Je n'aurais jamais pensé être entrepreneuse. Surtout avec des parents qui sont vachement poussés sur les études, assez tradis là-dessus. C'était pas du tout envisageable d'être un petit peu un outsider parce qu'à l'époque, c'était moins bien vu que ça pouvait être aujourd'hui. Bah, c'était, on va dire, ça allait quoi. Ouais, et puis un petit peu plus bancal. On se disait, oulala, dans quoi tu t'engages? Est-ce que t'es sûr? C'est pas un peu trop risqué, etc. Du coup, donc, t'as fait ces grandes études quand même ou pas? J'avais commencé à la Sorbonne, en éco-gestion, mais j'avais vraiment détesté. Donc, j'ai arrêté en cours d'année pour rejoindre une autre école de communication marketing digital que j'ai pas du tout aimé non plus. Mais cette école, j'avais énormément de temps libre et de longues périodes de stage, ce qui me permettait, en fait, de travailler sur le Crayon à côté. Donc c'était pour ça que c'était parfait. Donc j'ai quand même eu un bachelor, hein, mais j'ai jamais fait de master, jamais rien fait de plus parce que ça ne me servait strictement à rien. D'ailleurs, ça ne m'a rien appris. Le bachelor, c'était juste de parachute pour assurer ma mère. Ouais, bien sûr. Plus qu'autre chose, mais je pourrais pas dire, je dirais pas parce que je dirais pas si j'avais pu recommencer, je ferais pas d'études parce qu'en fait, tu t'en sais rien et c'est très facile de dire ça une fois que ta boîte a bien évolué. Bien sûr. Et d'ailleurs, je ne critiquerai jamais les études non plus parce qu'il y a énormément d'études où c'est essentiel pour énormément de métiers. Tout à fait. Donc, je ne critiquerai jamais la genre d'entrepreneuse qui va critiquer les études. En revanche, il y a des études, je pense, comme le management, le fait d'être un bon sales. C'est des études où, en fait, ça ne sert à rien de faire des études pour faire ce genre de métier. Pour moi, t'apprends 10 fois plus sur le tas, sur le terrain, que t'apprends via des études pratiques parce que c'est que le pratique qui t'apprendra et non le théorique. Tout à fait. Et donc, t'as beaucoup d'études comme ça. C'est comme des masters d'entrepreneuriat faits par des mecs qui n'ont jamais entrepris. Enfin, ça n'a aucune logique. C'est trop théorique, quoi. Voilà. Et donc, pour moi, t'as beaucoup d'études comme ça qui ne servent à rien à part juste avoir un bout de papier sur ton CV. En revanche, t'as beaucoup d'études qui sont juste essentielles quand ça concerne les avocats, les ingénieurs, les médecins, les policiers. Enfin, là, c'est évident. Sinon, il y a beaucoup d'études qui ne servent à rien. Et c'est surtout, en tout cas en ce qui concerne les entrepreneurs, les entrepreneuses, c'est surtout les soft skills dont on a besoin. Enfin, c'est surtout, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est aussi l'état d'esprit qu'on a besoin de renforcer, c'est les peurs qu'on a besoin de dépasser. Et je sais que, donc j'ai vu dans une de tes interviews que ta mère t'a un petit peu élevée à l'américaine, pardon. Et je suis totalement fan de l'état d'esprit américain, du fameux dream big, etc. Du coup, quand tu dis qu'elle t'a élevée à l'américaine, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'elle m'a vachement poussée dans ce mood de si tu échoues, c'est pas grave. Ouais. Tu vas 10 fois plus en apprendre que si t'avais toujours réussi, qu'il faut des échecs pour apprendre plus vite et pour réussir, qu'il faut tester plein de choses tout le temps, et il faut être très optimiste. Et donc c'est con, mais en fait aujourd'hui, et ça c'est un vrai mindset que j'ai également dans ma vie perso, mais dès qu'il m'arrive quelque chose de difficile à surmonter, en fait je sais que je vais m'en remettre. Il faut juste se battre, il faut positiver, il faut, tu vois, c'est vraiment tout un mindset, mais t'appliques ça dans le monde du business, c'est beaucoup plus facile pour prendre des décisions. Ça fait que tu peux te permettre de refuser un client si tu sens qu'il va être trop chiant en termes d'opérationnel géré, parce que tu dis bah c'est pas grave, j'en trouverai d'autres qui vont être top. Enfin, en fait c'est vraiment tout un mindset que tu vois très peu, qui est d'ailleurs de plus en plus en France, parce que si on est dans un écosystème où les gens sont vachement comme ça. Mais si tu remets ça à l'échelle un peu plus nationale, les gens sont quand même beaucoup plus à critiquer l'échec, à vraiment pas comprendre le fait que tu puisses prendre un risque aussi gros que l'entrepreneuriat. Enfin, c'est pas du tout un mindset français. Non. Et donc ça, moi j'ai l'impression que ça le devient parce que on est dans des cercles avec vachement d'entrepreneurs, donc t'as l'impression que tout le monde est comme ça. En Absolument. fait, pas du tout. C'est vrai. Mais bon, ça change quand même, ça évolue un peu. Ça, c'est sûr que ça évolue quand même. Et alors, comment tu fais? Donc, à 18 ans, tu dis à tes parents, maman, papa, les grandes études, super, je sais que c'est votre rêve que j'en fasse, mais moi, mon truc, j'ai besoin d'un truc plus puissant, un truc qui me parle plus. Enfin, comment, justement, tu leur amènes le projet et comment tu fais pour les embarquer avec toi? Est-ce que tu arrives directement à les embarquer avec toi dans ton projet?
Non, j'ai pas tout de suite réussi à les embarquer avec moi. Mon père étant quelqu'un de très tradi et très scolaire, c'était impensable pour lui qu'on monte un projet à côté, alors qu'il a lui-même entrepris dans la finance, mais vers 40 ans. Mais il a quand même, au moment lui-même, monté une boîte qu'il avait bien vendue. Donc en plus, il avait connu l'entrepreneuriat de ce point de vue-là. Mais il était vraiment pas du tout pour. Il voulait vraiment qu'on fasse des grandes écoles et que pour lui, c'était une grosse connerie qu'on fasse ça. Ma mère a eu plus de mal au début et c'est vraiment très vite, elle a eu ce mindset de ok, bah au pire vous échouerez, vous aurez appris. Mais donc en fait, elle nous a très vite soutenus aussi parce qu'au début les vidéos, les tournaient dans ma chambre, chez moi. L'équipe, ma mère limite, elle faisait la cantine pour les stagiaires qu'on avait au début. Enfin, c'était très marrant. Donc en fait, elle-même jointe un peu à l'aventure. Donc ça s'était fait assez naturellement, mais au début, ils l'ont pas. Enfin, Valran qui avait entrepris avant moi, mes parents le prenaient pas bien. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment en mode. Enfin, mon beau chéri, en gros, tu vas rater ta vie, tu vois. Parce que c'était pas possible pour eux de vraiment faire partie de ces peu de gens qui font une boîte qui marche bien. C'était tellement rare, c'est tellement pas commun, surtout à eux-mêmes, à leur génération, que de se dire que ça pouvait arriver, c'était en mode ça n'arrivera jamais à mes enfants, donc en fait, ils vont rater leur vie, entre guillemets, tu vois. Bien sûr. C'était vraiment cette peur-là qu'ils avaient, ouais. Et qu'est-ce qui te drivait? Enfin, pourquoi ce projet-là? Moi, c'est ça que j'aimerais comprendre aussi, c'est quoi ta mission, en fait? Est-ce que tu t'es levé un matin, tu t'es dit... je sais ce que je veux faire et voilà comment je vais le faire. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a derrière en fait tout ce projet du média, le crayon, etc. C'est quoi la mission derrière que tu portes en fait au quotidien? C'est vraiment de réussir à réunir la société, dans le sens où les jeunes sont de plus en plus détachés des médias et de la politique. Les extrêmes sont de plus en plus puissants et de plus en plus éloignés. Et donc en fait, on voulait avoir un média qui réconcilie les jeunes avec la sphère médiatique, qui réconcilie les camps politiques entre eux, en fait, en faisant une sorte de terrain libre, un terrain neutre, où les gens peuvent se rencontrer et peuvent discuter. Et en fait, c'est de vraiment de cet aspect dans une démocratie, la manière la plus saine de réunir les gens, c'est au travers du débat. Et donc on s'était dit, il y a aucun média de débat qui existe. T'as TPMP, mais c'est vraiment que sur du buzz et des sujets qui vont pas du tout, qui sont vraiment des sujets d'actu et pas du tout en profondeur des sujets. Nous, on voulait réussir à faire des vues sur du contenu intelligent et du contenu long. Et en fait, ça marche et on a réalisé que ça marchait bien, que ça plaisait aux gens. Et que c'était vraiment, en fait, pour ce parallèle, c'est un petit peu comme si on éduquait les débats ou les discussions de comptoir, de café de comptoir, oui, tu vois. C'est comme si on éduquait dans le sens où on l'apporte en vidéo pour que les gens puissent le constater et qu'on le mettait d'un niveau intellectuel un chouïa plus élevé, mais ça reste des sujets quand même qui concernent tout le monde. Tu regardes maintenant ou dans 6 mois, ça va toujours être intéressant de le regarder. Donc c'est quand même de garder cette fibre de... que ce soit une femme de ménage, un banquier, un boulanger, un pharmacien, ça peut toucher la personne. Et c'était vraiment ce côté-là qu'on voulait réussir à faire. Réunir les gens, en fait. Les réunir, ouais. Et est-ce que toi, il y a un sujet particulièrement qui te touche, justement, un sujet de société, peut-être plus qu'un autre, qui te parle plus? Moi, c'est le fait de pousser les femmes à plus prendre la parole. Pas que sur les réseaux sociaux, hein, de manière générale. Je trouve qu'on arrive à une ère où c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup moins reproché. Et je suis pas du tout féministe extrême, etc. Je suis féministe dans la définition du terme féministe, évidemment. Mais ça, c'est vraiment un combat qui me touche beaucoup parce que je sais que quand t'es une femme, t'as souvent le syndrome de l'imposteur ou la peur d'être critiquée sur ton physique. Moi, j'ai jamais vraiment eu ce gros syndrome de l'imposteur, donc ça, limite, ça va. Être critiquée sur le physique, au début, t'as toujours peur quand tu te lances, mais j'ai remarqué que dès qu'on reçoit une femme, souvent quand les gens, enfin au crayon, etc., ou même des amis qui se lancent sur les réseaux, quand les gens ne sont pas d'accord avec les propos, ils la critiquent sur son physique et pas sur ses propos. C'est vrai. Et je ne comprends pas le lien logique dans leur cerveau. Et donc, en fait, t'as beaucoup de femmes qui ont peur de se lancer et juste d'exprimer ce qu'elles veulent exprimer par peur de ça, justement. Et moi, j'ai envie vraiment de leur faire comprendre que si leurs messages leurs messages doivent être plus forts que cette peur-là. S'ils ont vraiment quelque chose à dire ou s'ils ont vraiment une passion qu'elles veulent réaliser, ça doit être plus fort que cette peur-là. Et en fait, faut juste se dire, au début, tu te lances, t'as peur de ça, mais en fait, mettons que tu veux prendre la parole en public, sur les réseaux sociaux, au début, ça va pas être très bien. Même la 10e fois, ça va pas être très bon, mais c'est à force de le faire déjà que tu vas apprendre plaisir à le faire également, et qu'en fait, tu vas réaliser que tu t'en fous du regard de gens que tu connais vraiment pas. Ça ne peut pas t'atteindre. Et surtout que, en fait, t'avais bien fait de le faire parce que tes messages et tes combats sont souvent plus importants que cette peur-là, en fait, à la base. Mais complètement. Donc, c'est que des freins que tu te mets toi-même où, en fait, personne ne te les aurait mis, en fait, à la base. C'est que psychologique. Et c'est pour ça que je veux vraiment me dire, si moi, en ayant entrepris très jeune et m'être mis sur les réseaux sociaux assez jeune aussi, j'ai vraiment réussi à le faire, j'étais pas forcément plus légitime que n'importe quelle autre personne de le faire. Donc, en fait, c'est en le faisant. Et surtout, il y a un truc qui est vachement sous-estimé, c'est quand tu prends la parole de manière générale, tu n'as pas d'autre choix que de devenir une éponge à contenu.
d'avoir constamment ce besoin d'apprendre des choses pour avoir tout le temps quelque chose d'intéressant à dire et de ne pas te lasser. Parce que moi, il y a un truc que j'ai vraiment du mal sur les réseaux sociaux de manière générale, dans les gens qui prennent la parole, c'est que je veux pas que les gens prennent la parole juste pour la prendre et en fait, après reprocher. Parce que moi, je connais des gens qui ont pris la parole et j'étais en mode c'est génial. Mais après, qui étaient en mode oui, mais en fait, ça m'a pas vraiment rapporté de business ou en fait, j'ai pas eu tel et tel résultat. Mais en même temps, parce que leur prise de parole n'était pas du tout alignée avec leur business ou en fait, parce qu'ils n'avaient pas du tout mélanger les deux, et après qui arrivait en se plaignant de ça, et je leur ai dit mais oui, mais si toi-même t'as pas cette passion de vouloir communiquer quelque chose, ou t'as appris des choses, ou t'as toi-même pas envie de travailler ces sujets-là pour le communiquer après, en fait, enfin l'intérioriser et du coup ressortir quelque chose de super intéressant par rapport à ce que toi t'as vécu, si du coup ça ne va pas forcément intéresser les gens derrière, donc tu peux pas après te plaindre que ça marche pas, tu vois. Donc ça reste du travail évidemment, donc c'est pas forcément fait pour tout le monde, mais moi je veux vraiment pousser les femmes qui ont plein de choses intéressantes à dire, j'en connais plein, et qui vraiment me disent tout le temps j'ai peur de le faire. Donc c'est vraiment ce truc de essaye, au cas des cas de toute façon ça marche pas, et même tu fais une conférence, c'est nul machin, en fait très peu de gens l'auront entendu ou très peu de gens le verront, donc c'est pas grave. Et puis surtout en fait les gens sont quand même beaucoup plus dans un mood de soutien que d'un mood de critique, je trouve. De plus en plus. En tout cas, j'ai aussi cette sensation, je suis d'accord, je partage ça avec toi. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, moi aussi, je suis très confrontée aux femmes qui me disent j'ai peur de sortir de ma zone de confort, j'ai peur d'oser, etc. Comment tu fais toi, du coup, le mindset que tu as aujourd'hui, donc tu es très jeune, tu avais déjà forcément un peu cet état d'esprit-là puisque tu t'es lancée à 18 ans. Tu l'expliques de par ton éducation, enfin surtout de ta maman qui a renforcé un petit peu ce truc-là chez toi? Ouais, je pense, j'en suis sûre. Peut-être un petit bout de caractère que j'avais aussi, ça c'est sûr que tu mettrais l'éducation de ma mère à beaucoup d'amis que j'ai, je pense que ça ne donnerait pas forcément le même résultat parce que tu as aussi ce côté caractère, mais je pense oui. Puis tu sais, tous les entrepreneurs, on a tous ce côté, c'est un peu ce côté pas revanchard, mais une chose sur laquelle on a vraiment envie de combler soit un manque qu'on a eu plus jeune, soit un complexe qu'on avait, et je trouve que l'entrepreneuriat est souvent une bonne manière d'exprimer ça. Qui te donne cette rage de vouloir tout défoncer et de réussir. Et quand j'en parlais à beaucoup d'amis entrepreneurs, ils avaient tous eux-mêmes une raison de pourquoi ils avaient entrepris, qui était souvent liée à un truc de leur vie personnelle. Soit divorce de leurs parents, soit les gens qui étaient pas gentils avec eux plus jeunes à l'école, soit un jour ils avaient monté un projet et ça n'avait pas du tout marché. Enfin, il y a toujours un truc qui est plus fort qu'eux, qui fait que le matin, ils ont une rage de vouloir tout réussir, qui est plus puissante que quelqu'un qui n'a jamais eu de vrais problèmes plus jeune, en fait. Mais alors, c'est quoi ta rage, toi? Moi, c'était le fait, quand les gens j'ai eu beaucoup de gens pas très sympas avec moi à l'école quand j'étais genre au collège. Alors, c'est-à-dire, parlons de ces gens. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, quand mes parents se sont séparés, j'ai pris beaucoup de poids. D'accord. J'ai très mal vécu la séparation et je suis devenue hypersensible. Là-bas, j'étais un petit monstre quand j'étais plus jeune. C'est moi qui martyrisais mes frères avant que j'avais 5 ans. Donc il y avait déjà un petit peu... J'habitais ce côté gaga, mais j'arrivais avec des épées en bois dans leur chambre et tout, je traumatisais mes frères. Et puis du coup, quand mes parents sont séparés, chez ma mère, je suis devenue une hypersensible qui pleurait pour tout et rien, ce qui était ingérable, parce que du coup, je me faisais engueuler par un prof, je pleurais, enfin c'était hyper chiant à gérer. Et puis après, donc j'ai pris beaucoup de poids parce que je me suis réconciliée sur la nourriture, forcément. Et là, les gens, quand t'es collège avec des kilos en trop, les gens sont pas sympas avec toi. Ouais, ils sont horribles. Ils sont horribles avec toi, parce qu'en fait, eux-mêmes sont pas bien dans leur peau. Et donc, pour cacher ça, ils sont méchants avec toi. Et donc ça, j'ai mis vraiment beaucoup de temps je l'ai très mal vécu. Et c'est vraiment quand j'ai déménagé en Suisse, parce que ma mère a bougé en Suisse, que là, je suis arrivée dans une école où les gens étaient vraiment hyper bienveillants, hyper gentils. Et donc, en fait, personne ne te critiquait jamais sur ton poids. Et donc, j'ai commencé, en fait, naturellement à perdre du poids parce que je me sentais très bien. Parce que c'est un problème psychologique, hein, quand tu prends beaucoup de poids, c'est comme quand t'en perds. Et donc, tout de suite, ça allait vite mieux. Mais j'ai quand même ce truc de cette vengeance c'est peut-être pour ça que ça n'a jamais été un problème pour moi de me lancer sur les réseaux, enfin au tout début, mais qu'après j'ai vite pris goût à ça, parce que je pense que j'ai vachement manqué de ce regard extérieur que je trouvais injuste. On me critiquait pour des choses injustes, et donc en fait c'est pour ça que ça me dérange moins aujourd'hui d'arriver facilement à m'exposer, parce que j'ai comme si j'avais une revanche à prendre, ouais, en fait, sur ça. Et donc il y a des moments, c'est pour ça que même si je me prends un bad buzz ou autre, en fait je m'en fous. Parce que ça sera jamais autant violent que ce que j'avais vécu plus jeune. Ah oui, d'accord. Parce que les bad buzz, c'est que des gens que tu connais pas qui te critiquent, donc en fait, tu t'en fiches. C'est des gens avec qui t'aurais jamais travaillé, avec qui tu serais jamais devenu pote, donc en fait, in fine, ça change pas grand chose à ta vie. En revanche, quand t'es plus jeune et que c'est vraiment des gens que tu vois tous les jours, c'est pas la même douleur. Ce qui fait que, en fait, tu t'en contrefous, quoi. Et donc ça t'aide à te... Mais du coup, moi, j'étais même ravie d'avoir vécu ça parce que ça m'a renforcée. Bien sûr. Aujourd'hui, j'ai appris... Du coup, j'ai vachement confiance en moi parce que j'ai tellement dû travailler sur moi
que T'as pas eu le choix, en que fait. j'ai pas eu le choix, que ce qui a fait que j'ai assez confiance en moi. On a tous évidemment nos failles et des moments où on a moins confiance que d'autres, mais je me suis tellement battue, je me bats encore pour avoir confiance en moi. Tu vois, je vais à la salle de sport 3-4 fois par semaine. Enfin, c'est un mindset que tu te fais que du coup, ça te donne toutes les clés en main pour avoir confiance en toi. Et donc ça te fait plus facilement oser de prendre des risques, oser de dire les choses, oser de faire les choses. Là où beaucoup de gens se restreignent par peur de pas être légitime ou d'avoir la mauvaise réponse. Et en fait, moi je m'en fous, je me défonce la porte, j'y vais et même si je me gourre, c'est pas grave et je tente le truc en fait. C'est génial. Et t'apprends à avoir ce côté un peu Bien taureau, sûr. quoi. Mais bien sûr, non mais complètement. De toute façon, franchement, moi je dis toujours que les meilleurs entrepreneurs, les meilleures entrepreneuses, c'est 80% d'état d'esprit et 20% de stratégie. Oui. Bien sûr, la stratégie est très importante, mais si t'as pas le mindset derrière, c'est mort. Enfin, on le voit bien, enfin, ceux qui ont le plus de succès, c'est vraiment les nanas ou les gars qui ont pas peur de tout casser, quoi. Je suis d'accord. Et c'est, pour moi, c'est vraiment ça qui te mènera le plus rapidement au succès, en tout cas, qu'une bonne stratégie et pas avoir l'état d'esprit derrière. Et surtout, des bonnes idées, il y en a plein. Mais oui, Des bonnes personnes pour les exécuter, il y en a mais peu. complètement, Et ça, c'est vraiment... J'en parlais avec Benoît Dubos, je sais pas si c'est toi qui sais. of course. On en parlait l'autre jour parce que j'ai refait son podcast qui est pas encore sorti, qui sera sorti au moment où cette vidéo sortira. Allez le voir. Et on en parlait justement parce qu'on se disait, c'est fou le nombre de gens qui ont des bonnes idées, mais si tu sais pas Enfin, en fait, c'est même quand tu recrutes des bonnes pépites, c'est des gens pareils qui limite... c'est tellement rare de trouver des gens vraiment performants que quand t'en trouves, faut les garder. C'est pareil, quand tu trouves des fondateurs qui sont de qualité, parfois il y en a toujours, enfin, je sais pas si ça t'arrive, mais ça en a souvent un qui veut parfois se dire, peut-être plus tard, je montrerai un autre projet, je ferai tel truc, je ferai tel truc. Et en fait, c'est bien d'avoir des bonnes idées, mais si t'es vraiment bon, reste focus sur tes trucs, et quand t'auras vraiment réussi un truc, là, tu pourras te remettre. Mais moi, mon frère, il a ce syndrome-là. Moi, j'appelle ça le syndrome de l'entrepreneur bâtisseur. Le mec qui a constamment besoin de lancer un projet. Ah Mon ouais, frère, ouais. en l'espace de 2 ans, il avait monté donc le Crayon, il y a eu la Founders Night, il y a eu l'application Elise, je sais pas si t'en as entendu Waouh, parler, qui était non. le Tinder de la présidentielle, ça avait fait genre 3 millions de téléchargements en 3 Mais mois. what? C'était genre un truc où tu swipais, t'avais des propositions de candidats, t'en avais genre 400, tu swipais à droite ou à gauche, et à la fin, t'avais un podium avec les résultats. Et on avait fait partie du tout début de ce projet, c'était Valorant qui le représentait Incroyable. pour nous. On avait géré du coup la presse de ça, mais du coup, c'était avec 3 potes, donc Gaspard G, Grégoire Cascara et François Marie. Et donc Valorant avait été associé avec eux, nous on avait des idées à gérer la com, etc. Et le projet avait pris une ampleur de dingue. Et donc Valorant, parce qu'il a ce truc, il peut pas s'empêcher d'avoir tout le temps des idées, tu vois. Mais Et, je comprends. Donc il y a beaucoup d'entrepreneurs comme Oui. ça. Ouais. Et justement, il faut réussir à les canaliser pour pas que ça Je me sens parte un peu en... concernée. Voilà. Mais oui, non, mais je vois très bien. Et effectivement, c'est dur. Moi, j'appelle ça les entrepreneurs créateurs. C'est vraiment ceux qui ont ce côté créatif très poussé, très. Enfin, du coup, ça me parle beaucoup parce que moi, c'est pareil, j'ai souvent besoin de créer. Du coup, j'ai appris à me recentrer et à me concentrer sur ce qui fonctionne et sur l'essentiel. Mais c'est très compliqué ouais, t'as tout le temps envie de faire des nouveaux trucs, d'être partout en fait. Et d'être partout, c'est pas bon, on le sait. Mais du coup, je comprends très bien. Je comprends très bien. Je comprends ton frère. Mais du coup, tu dis que si je comprends bien, que je comprenne bien, le Crayon, tu es associé avec ton frère et aussi une autre personne. Et 2 autres personnes. Et vous êtes 4 alors. Ouais. Ok, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous ramener un petit peu en arrière là, tu as 18 ans. L'idée naît. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est ton frère qui vient de te dire écoute, Sixtine, j'ai une idée de folie. Est-ce que t'es partante? Comment ça se passe exactement? Non, c'est moi qui suis allée vers Valorant en lui disant il faut qu'on lance un média Ok, pour les jeunes qui réunit tous les bords Ok. politiques. C'était ça mon idée à la base. ok. Valorant me dit ok, mais alors il faut qu'on fasse un média de débat et qu'on justement on mélange les différents bords politiques dans un média. D'accord. En mode débat, pardon. Ok. Et Jules et Antonin sont arrivés et c'est comme ça qu'on a vraiment commencé à bien lancer le projet. À la base, on les a rencontrés, c'était des amis d'amis. Jules sortait avec My Better Self, l'influenceuse, je sais pas si tu vois qui c'est. Ah, ben oui, mais bien sûr. Jules est sorti Non, mais pendant 4 ans le avec monde est elle. petit, quoi. Jules est sorti pendant 4 ans avec elle. D'accord. Et puis, du coup, elle connaissait Valorant à la base. Donc, en fait, elle a présenté Jules à Valorant. Et puis, Antonin, c'était un ami d'amis. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait, en fait. D'accord. Et après, donc, on est tous d'univers méga différents, tous avec des bords politiques très différents. On était tous méga différents. Donc, au Incroyable. début, il fallait trouver un peu le bon équilibre. Tout à fait. Et après, dès qu'on on a appris à bien le trouver et à le trouver ensemble, en fait, avec Valorant, on a un peu imposé notre relation aux autres dans le sens où on est frères et sœurs, donc en fait, on a une confiance aveugle, on est hyper collectif, hyper généreux l'un envers l'autre et on se soutiendra quoi qu'il arrive. Donc en fait, on a mis les 2 autres dans le même mood que nous, ce qui fait que du coup, on est avec tous les 4 comme ça. Même s'ils sont pas nos 2 autres frères, on les considère comme des gens de la famille. Ah oui, En d'accord. fait, on a vraiment instauré notre Dingue. culture avec eux. Et en fait, on a instauré la culture au sein de la boîte, au sein de tous nos amis. Et donc, en fait, c'est vraiment devenu le mot collectif. C'est vraiment l'une de nos 4 valeurs au Crayon, tu vois.
D'accord. C'était vraiment hyper important pour nous d'avoir ce côté meute, tu vois, ce côté tu construis un quartier et pas une tour, quoi. Oui, tout à fait. Et comment est-ce que vous vous êtes organisé? C'est-à-dire qui fait quoi? C'est quoi la gouvernance en fait? Aujourd'hui? Ouais. Aujourd'hui, il y a Valran qui gère la vision et le développement de la boîte. Donc, typiquement, là, la levée de fonds, le rachat, c'est lui qui gérait principalement ça. Antonin qui gère le média, qui gère le crayon. Ok. Jules qui gère l'agence Le Pinceau, qui est notre agence d'influence et intelligence économique. D'accord. Et moi qui gère le Surligneur, qui est notre agence de personal branding pour les entrepreneurs, donc Insta, LinkedIn, TikTok, et de l'ARP pour les entrepreneurs. D'accord. Et qui fait appel à vous alors? Généralement, beaucoup de chefs d'entreprise. Pour le surligneur, on n'a pas le même truc. Pour le surligneur, donc c'est beaucoup de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs qui veulent soit avoir une meilleure visibilité dans les médias pour faire beaucoup de bruit d'un coup et soit avoir plus de clients, une meilleure image de marque. Enfin, ça dépend de leurs objectifs. Soit ils veulent vraiment commencer. Et généralement, les gens commencent à comprendre qu'il faut se développer leurs réseaux sociaux. Parce que quand t'es entrepreneur et que t'as pas développé une marque comme Coca ou Nike, c'est très compliqué qu'on se souvienne de toi par le nom de ta marque. C'est vrai. Ce qui fait que les gens vont plus vouloir travailler avec toi et pas aller chez tes concurrents. Bon, t'as le fit humain, bien sûr, mais c'est surtout le fait qu'on te voit. Et le fait qu'on te voit, ça veut dire avoir un bon personal branding clair et identifié. Et c'est pour ça que nous, on aide des gens à le faire, parce qu'on l'a très bien fait pour nous. On sait exactement comment ça marche, à quoi ça sert et pourquoi il faut le faire. Donc, en fait, on aide des entrepreneurs à faire de même sur LinkedIn, Insta et TikTok, en fonction des objectifs qu'ils veulent faire, etc. Enfin, tu vois, si c'est plutôt... disons, tu vends une marque de vêtements, je peux te dire, va peut-être sur Insta, peut-être pas sur LinkedIn, tu vois. Ça dépend un peu de... Ça, on les conseille vachement là-dessus. Et Jules, donc le pinceau, il travaille plutôt avec des grosses boîtes, plutôt genre BNP, Sanofi, Google, etc. Et c'est vraiment du B2B dans le sens... là, c'est vraiment sur mesure, on n'a pas de service prédéfini. Ouais. Et c'est vraiment des clients qui ont besoin soit d'avoir un gros boost d'influence avec des leaders d'opinion, parce que du coup, on travaille avec des leaders d'opinion. Typiquement, pour donner un exemple, tu vois qui c'est Camille Etienne? Bien sûr. Camille Etienne, pour moi, c'est une leaduse d'opinion. C'est pas une influenceuse. Tout à fait. Donc, oui, complètement. My Better Self, c'est une leaduse d'opinion. Complètement. Donc voilà. Donc en gros, on travaille avec des leaders d'opinion. D'accord. Qu'on fait venir soit des événements, soit des tables rondes. Ça dépend vraiment. En fait, on est vraiment sur mesure en fonction des besoins, qui c'est soit relié du coup à l'intelligence économique, soit à de l'influence. D'accord. Donc tu mets en relation, en fait, ces deux mondes, en gros. On les mélange, voilà, soit autour de tables rondes qu'on organise avec différentes boîtes qui veulent mieux rencontrer, par exemple, des leaders d'opinion écolo, pour comprendre les enjeux des écolos, et les écolos qui comprennent comment les grosses boîtes veulent devenir plus écolos. Enfin, ça, c'est généralement fait un peu en shadow, et c'est l'intelligence économique, du coup, parce qu'on sort de ça soit du business pour eux, soit en tout cas de l'évolution, donc c'est moi j'appelle ça l'intelligence économique, et soit de l'influence, c'est t'organises un gros événement où tu fais venir des leaders d'opinion qui créent du contenu dessus, donc en fait c'est tout un mélange de trucs. Vraiment, c'est complètement adéquat en fonction des demandes. Ok. Mais c'est fou, encore une fois, j'insiste sur le fait que t'as 22 ans, c'est relou et tout le monde doit te dire, non mais tu n'as que 22 ans, Sextine. Et vraiment, t'es à un niveau de maturité, mais je pense que tu le sais encore une fois, et je pense que tu adores avoir ce niveau de maturité, mais c'est vrai, enfin je pense que voilà, c'est plaisant et ça fait partie de la personne que tu es devenue aujourd'hui. Et du coup, je reprends, tu as dit quelque chose tout à l'heure sur lequel je voulais rebondir. Tu as dit, moi, je sais pas si tu parlais du lycée ou peu importe, je préfère rester limite avec les profs qu'avec mes collègues. Est-ce qu'à ce moment-là de ta vie, tu étais aussi un petit peu moquée ou jugée pour ça, justement pour le fait d'être un petit peu, tu sais, avec tes profs, quoi. Enfin, tu vois, les profs, c'était un peu... t'as les élèves et les profs, c'est un peu... contre les profs, tu vois, normalement. Donc, toi, tu étais avec les profs. Donc, comment t'expliques ça et c'est-à-dire, enfin, comment t'as vécu le truc et est-ce que t'étais déjà avancée, en fait, à ce moment-là, quoi? Moi, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que étant une grosse émotionnelle, j'ai besoin d'avoir un lien émotionnel avec les gens avec lesquels je travaille. Donc, typiquement, pour aimer une matière à l'école et m'investir dedans, il fallait que j'aime bien le prof. C'est trop con, mais c'est tellement important de mettre vraiment de l'émotion sur tout ce que je fais. Et en fait, c'était très différent parce que j'étais au lycée à Lausanne en Suisse. C'est pas du tout le même mood d'école qu'en France. Ah oui. Dans le sens où t'es 20 par classe, les profs, ils sont profs parce qu'ils aiment vraiment ça et pas pour gagner de l'argent. C'est tout un autre système. Donc, en fait, c'est vrai que les profs sont vraiment bienveillants. Ils sont pas là pour te casser, ils sont vraiment là pour t'apporter des choses. Donc en fait, moi j'avais besoin, du coup j'étais très proche de pas mal de mes profs, pas de tous, hein, mais certains j'étais vraiment hyper proche d'eux, et que j'oublierai jamais. Ils m'ont fait aimer l'école à un point pas possible, ils m'ont même fait aimer des matières comme je n'aurais jamais cru les aimer. Ah oui, d'accord. Donc en fait, j'étais très pote avec les gens de ma classe, et un autre très pote avec les profs. Et là, on me le reprochait pas, parce qu'à ce moment-là, j'avais, à partir de la seconde, je suis passée de la fille qui était pas trop aimée à l'école à, du coup, en arrivant en Suisse, la fille qui est devenue, en fait, la meuf qui était déléguée de classe,
classe, responsable des élèves de l'école. Enfin, en fait, je suis passée d'un tout Ah ouais, en t'as rien switché, quoi. une année. Ah oui, d'accord. Et donc, j'ai pris vachement confiance en moi. J'ai découvert mes meilleurs amis que j'adore, avec qui je pleurais de rire tous les jours en cours. Donc, en fait, je me sentais vraiment bien. C'est-à-dire que moi, quand j'étais malade, je voulais aller en cours. J'étais même triste d'être en vacances. J'étais bien en cours, en fait. J'adorais ça. C'était tellement bien. Et c'était même les meilleures années de ma vie. À l'époque, qu'est-ce que j'aimais ça. Et donc, en fait, on m'a jamais reproché d'être prof avec, d'être proche avec les profs. Avec les profs. Et en plus, comme j'étais toujours un peu la grande gueule, qui avait un gros caractère, pour les gens, et en plus, à l'époque, je voulais devenir présidente de la République. Mon prof d'éco quand J'adore. Non, mais vraiment. Là, on est vraiment dans le dream big, quoi. Non, oui, alors aujourd'hui, je veux plus le faire, mais à l'époque, je voulais vraiment le faire. Donc, mon prof d'éco, et quand il me saluait dans les couloirs, il me disait bonjour, madame la présidente. Donc, en fait, dans la tête des gens, c'était la future présidente qui est déjà pote avec les profs. En plus, je m'habillais déjà comme une daronne, alors j'étais au lycée. Enfin, j'avais le basket, alors qu'au lycée, tout le monde met des baskets. J'ai toujours été en bottine. Donc, en fait, t'avais ce truc, ce mindset où je faisais déjà très maman, en fait, de la classe. Absolument. Oui, je vois très bien. Donc c'est pour ça que les gens, ils trouvaient pas du tout ça bizarre. En France, j'aurais pu beaucoup moins facilement réussir à être pote avec mes profs. C'était beaucoup plus compliqué. T'es 35 par classe, les profs, beaucoup sont pas heureux, donc en fait, ils te le font ressentir aussi. C'est tellement vrai. Il y en a quelques-uns qui m'ont marqué, que je garderai en mémoire, mais jamais autant que ceux que j'avais eus en Suisse. C'était des profs que j'ai pleuré en partant. J'étais tellement triste en quittant le lycée. J'étais tellement triste. Des profs que j'oublierai jamais. Et avec grand plaisir, je les reverrai aujourd'hui. Et je pense qu'un jour, j'irai les revoir pour les remercier, même s'ils le savent, mais pour les remercier de à quel point j'ai aimé ce lycée grâce à eux. Et ils m'ont rendu aussi... Enfin, une partie de qui je suis aujourd'hui, c'est aussi grâce à eux. Ça, c'est sûr. Mais tu te rends compte ? C'est-à-dire que, en France, trouve-moi une personne qui a ton discours là. Aucun, personne. Ouais, on est d'accord. Moi, je me rappelle même pas de la tête de mes profs. C'est-à-dire leur nom encore moins. Enfin, je ne me rappelle pas d'eux, en fait. Tout simplement, c'est pour moi... Ça a été... j'allais en cours, tu vois, parce qu'il fallait aller en cours, mais... Et si tu pouvais les rater, t'étais bien aussi. J'aimais bien l'école, quand même. J'aimais bien l'école, j'aimais bien aller en cours. Mais vers les profs, si tu veux, déjà, ils ne m'inspiraient pas forcément. Comme tu disais, la plupart sont pas forcément heureux, donc ils te transmettent pas forcément quelque chose d'extraordinaire ou d'inspirant. Et en plus de ça, effectivement, les cours, des fois, étaient pas portés d'une manière... tu vois, très passionnelle. Enfin, voilà, t'es en cours, tu t'emmerdes. Enfin, désolée, mais c'est vrai, quoi. Enfin, moi, je ressentais plus ça, en fait. Donc je les ai tous oubliés. C'est triste, hein. Ouais, mais je comprends. Moi, quand j'ai mon collège, je l'ai fait à Paris, voilà. Je t'en fous, quoi. Oui, voilà, exactement. Tu vas pour les copains. Donc, encore une fois, je vais la saouler avec son âge. Tu as 22 ans. Non, mais c'est quand même exceptionnel. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. J'interviewe de plus en plus de nanas qui ont ton âge et qui sont aux alentours, tu vois, de 20 à 25 ans et qui font des trucs extraordinaires, qui portent des projets de dingue. Et moi, ça me fascine, j'adore. Enfin, vraiment, ça me passionne. Et en même temps, j'ai cette question donc que je vais te poser. Je me rappelle de moi à 22 ans. Je te l'ai dit tout à l'heure, voilà, 18, 22 ans. Bon, moi, c'était un peu freestyle, wouhou, best life, machin. Ce que j'allais faire plus tard, j'en avais aucune idée. Enfin, tu vois, voilà, c'était très flou. Est-ce que du coup, toute cette pression, parce que l'entrepreneuriat, ça génère beaucoup de pression, ça génère du stress, on a beau avoir de la confiance en nous, pas peur de l'échec, etc. C'est quand même un niveau de stress, enfin voilà, qui est quand même présent, même si ça te permet de vivre à ton rythme, de porter le projet de ton choix et de créer un petit peu ton quotidien, ta vie, ton rythme de vie à ton image. Il y a quand même un stress qui est plus ou moins permanent et plus ou moins positif aussi, ça dépend. Une pression, c'est des responsabilités qui sont fortes. Est-ce que t'as pas peur que tout ça, un jour, littéralement, te pète à la gueule ? C'est une bonne question. Pour l'instant, je pense pas, parce que je suis arrivée dans un mood de vie où je préfère mes semaines à mes week-ends. Je suis beaucoup plus excitée la semaine, vraiment par mes week-ends. C'est-à-dire que aujourd'hui, je préfère même les soirées que j'ai en semaine, même ces soirées à la base liées au taf ou des dîners, même ces pros, qui se transforment souvent en des trucs perso, qui fait qu'en fait, tu vois, même ce week-end, j'avais hâte d'être cette semaine, tu vois, c'est con, mais donc en fait, ça fait que je prends tellement de plaisir dans ce que je fais que ça surpasse le stress, ça surpasse tout le reste. Et après, je suis quelqu'un de très anxieuse, mais pas quelqu'un de très stressé, parce que étant anxieuse, je suis quelqu'un du coup de hyper organisé et de très rigoureuse, donc ça fait que je suis pas hyper stressée. Et si je suis stressée, c'est parce que j'ai moi-même choisi de préférer être stressée que mettons organiser une conférence, de machin. Les moments qui me procurent le plus de stress, c'est vraiment quand je fais des conférences, parce qu'en fait, je les prépare pas, parce que j'ai jamais le temps de les préparer, que à chaque fois, je me dis, allez, la prochaine, je vais la préparer. En fait, je la prépare jamais. Donc, je sais jamais ce que je vais dire 5 minutes avant. Donc, je suis dans une roue libre tellement totale que même la phrase d'après, je ne sais même pas ce que je vais dire. Donc là, je suis hyper stressée. Sinon, je ne suis jamais stressée. Vraiment.
ou alors le petit stress, mais jamais un stress qui me fait me dire putain, qui me prend trop d'énergie, ou parce que tu vois quand je fais une grosse conférence, j'ai été tellement stressée avant que après, mais il faut vraiment que je recharge les batteries tellement le stress m'a maintenue en Absolument. Ouais, l'adrénaline en fait. Voilà, c'est vraiment l'adrénaline et le stress. Là où après, mais je suis crevée. Donc tous les autres petits trucs de stress que j'ai, mettons, hâte qu'un deal se signe, je donne une interview avec un gros invité, etc. Ce ne sont jamais des doses de stress aussi grosses qui fait que ça me puise pas du tout autant d'énergie. Et surtout, je dors beaucoup. Je suis quelqu'un qui dort énormément. Donc c'est que t'es pas stressée si tu dors, effectivement. Oui, ouais, je pense. Si tu dors bien. Je dors bien. Et je dors beaucoup. J'ai besoin de dormir beaucoup. J'ai besoin de dormir au moins 8-9 heures par nuit. Au moins 9 heures, c'est quand même mieux. Et ça, c'est une grosse prio dans ce que je fais. Donc, ça veut dire que si un jour je me couche à 2 heures du matin, parce que ça a été à cause du taf, bah, le lendemain, je me lève plus tard. Et ça, je me dis jamais, tiens, je dois commencer tous les jours à 8h30 ou 9h et terminer à X heures le soir. C'est complètement débile. À la fin, t'es même moins productif à la fin de la semaine parce que t'es trop crevé. J'ai mon rythme, hein, donc je commence généralement très tôt le matin, mais si un soir j'ai fini tard à cause d'un événement, mettons, je sais pas, Google, où il y a un gros événement important de taf, le lendemain, je commence plus tard. C'est obligatoire. Le sommeil est hyper important. Et surtout, j'adore dormir. Je suis de très mauvaise humeur quand je dors pas. Oui, je comprends très bien. Donc, je partage 2 choses, c'est-à-dire que le sommeil, clairement, moi, si je dors pas le lendemain, c'est l'horreur. Donc 8 heures minimum. Par contre, moi, à la différence de toi, je dors pas forcément toujours très bien. Surtout dans les périodes où je suis en lancement de ma nouvelle formation, des trucs comme ça. Non, j'ai du mal à gérer ce stress. Si tu veux, je dirais que le truc qui m'angoisse le plus, c'est vraiment l'aspect financier. Est-ce que je vais atteindre mes objectifs? Est-ce que je vais pouvoir me rémunérer tant sur X mois ou sur l'année? Moi, c'est vraiment ça, je dirais, que je trouve, en tout cas, au niveau de l'entrepreneuriat, le plus lourd en termes de charge mentale. T'as pas ce truc-là, toi? Complètement d'accord, mais moi, j'ai cette chance d'avoir 3 associés, ce qui fait que, en fait... C'est vrai, ça. C'est pour ça que je serais toujours pour enfin, je serais pas forcément pour je serais toujours pour l'association et pas forcément pour le soloprenariat parce que du coup, tu as c'est tellement incroyable d'avoir des associés. Bien sûr, de l'autre côté, vous vous apportez chacun, évidemment, des compétences, mais surtout, quand il y a un moment difficile où tu as un stress, tu sais que au cas où, psychologiquement, tu as les autres qui sont là. Tellement. Donc, en fait, ça te met même si tu leur dis pas que ça va pas, etc., juste, tu sais, donc en fait, ça te rassure d'un coup. Et surtout, même pas que dans le côté pro, même dans le côté perso, il y a un moment, tu viens de te faire quitter, t'as quitté quelqu'un, t'as eu un décès, une grosse maladie, qu'importe, bah, rien ne va s'effondrer parce que les autres seront là pour tenir la baraque, en fait. C'est vrai. Et surtout, ça te pousse non-stop à devoir être bon parce que t'as l'impression aussi de devoir rendre des comptes inconsciemment aux autres. Donc, en fait, c'est même bien, ça te stimule, et quand c'est sain, évidemment. Et donc, en fait, tous ces trucs stressants évidemment, de cage, d'avoir peur de pas finir les fins de mois, etc., au début, tout le monde les a. Mais quand t'es plusieurs, t'es quand même plus rassuré parce que tu sais que t'as les autres qui sont bons, qui sont performants aussi, donc ça va. Mais c'est vrai que si t'entreprends seul, je pense que j'aurais ce stress, évidemment, quand je m'endormirais, ouais. Mais complètement. Et puis même, plus ton business cartonne, effectivement, plus t'as de rentrée d'argent, mais t'as aussi plus de sorties. Tu vois, t'investis davantage, tu testes de nouveaux trucs, tu te développes, t'améliores. Et finalement, j'ai l'impression que c'est un peu toujours pareil, tu vois, que tu gagnes très bien ta vie, enfin, que t'as un très beau chiffre d'affaires ou que tu commences. Je trouve que t'as toujours un petit peu ce même niveau de stress, au niveau des ressources financières. Je trouve que c'est le point noir un petit peu. Et c'est vrai que une des solutions, en tout cas, tu réponds indirectement à cette problématique, c'est que une des solutions, c'est de t'associer ou en tout cas d'avoir une personne sur qui te reposer, avec qui tu peux vraiment partager ces stress-là, enfin qui va un peu comme un coach en fait, parce que du coup entre associés vous avez un petit peu ce rôle de coach mindset entre vous. Vous vous rassurez, vous vous portez tous vers le haut. Enfin c'est vrai que c'est génial en fait. C'est tellement agréable surtout. C'est vraiment ça. Puis surtout c'est une radicale honnêteté que t'as les uns envers les autres, dans un objectif de construction plus que de juste destruction. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait une connerie, il y en a un qui fait mal un truc, tu lui diras sans aucun filtre et tu sais que l'autre en face ne le prendra pas mal parce que il sait que c'est dans son intérêt et dans le tien que tu lui dis ça. Donc en fait, ça crée Enfin, il y a pas de mur en fait. On se dit vachement des choses très vite, sans langue de bois, et on sait que l'autre ne le prendra pas mal. Et ça, c'est du coup aussi hyper agréable parce qu'il y a une très bonne communication. Mais ça, faut réussir à l'instaurer. Hein, complètement. C'est pas forcément évident pour tout le monde, mais encore une fois, c'est pour ça qu'avec Valorant, on a réussi à, je pense, inconsciemment,
par le fait qu'on est en plus en étant très proches, on est très démonstratif. N'importe qui nous voit ensemble, on comprend qu'on est très proches parce qu'on est très tactile, on est très comme ça avec Valorant. Donc en fait, je pense que naturellement, les autres, ça s'est inculqué naturellement chez les autres en fait. Et donc ça a créé tout un truc, et comme Valorant, on est hyper cash, hyper franc, parfois un peu trop, eux-mêmes le sont devenus, les deux autres. Ou en tout cas, oser l'être plus que à la base, s'ils ne l'étaient pas forcément. Mais c'est intéressant parce que effectivement le fait de s'associer, comme tu le dis, c'est hyper intéressant d'un point de vue, on se sent épaulé, on se sent pas seul, etc. Mais il faut quand même le dire, c'est aussi une des plus grosses raisons d'échec de start-up ou tu vois ça aussi ça existe. Donc là c'est super, vous avez réussi à instaurer un super truc et bravo, et j'espère que ça va continuer, tu vois, voilà, ça va perdurer. Mais il faut quand même le rappeler que c'est pas forcément évident, tu vois. De s'associer. Donc c'est juste, tu vois, c'est important, c'est une décision qui est hyper importante. Je suis d'accord. Voilà. Faut trouver les bons partenaires et puis il faut savoir comment on trouve un bon partenaire, tu vois. Pour revenir sur la question que je t'avais posée par rapport au fait où je te disais le fait qu'aujourd'hui, voilà, tu as quand même de grosses responsabilités, tu as un peu de pression, de stress ou pas, etc. Bon, voilà, tu vis pas forcément la vie d'une jeune femme de 22 ans, c'est pas forcément standard, quoi, on va dire. Et puis les jeunes femmes, on va dire standard de 22 ans, ont quand même une énorme part d'insouciance. Est-ce que tu penses avoir une part d'insouciance, ou tu penses carrément avoir grillé cette étape-là? Et, double question, j'adore faire ça, est-ce que tu penses, du coup, encore une fois, je reviens un petit peu sur cette question de tout à l'heure, qu'à 40 ans, tu vas pas te dire, ok, mais en fait, là, j'ai peut-être envie de vivre de manière vachement plus insouciante, vachement plus légère, c'est bon, toujours porter une mission, un projet, gérer la boîte, les trucs, les machins, les employés, la vision, la levée de fonds, on en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un moment donné, dans ta tête, est-ce que tu t'es déjà posé cette question, et est-ce que ça peut te sembler possible qu'un jour tu dises en fait, fuck, en fait j'en ai marre, en fait je veux me barrer sur une île en Asie et chiller, quoi, et juste rattraper cette insouciance que j'ai pas pu vivre? Alors c'est une très bonne question. Je pense que ce qui m'évite d'en arriver à là plus tard, c'est le fait que du coup j'ai une vie perso où je me permets d'être un peu plus en roue libre que dans ma vie perso. Et quand je dis roue libre, c'est pas du tout faire plein de trucs illégaux, trop sortir. 16, enfin, pas du tout. Tu exagères. Non, c'est vraiment, ça fait que du coup, j'ai une vie perso où je suis beaucoup moins cadrée, dans le sens, je suis pas là à prévoir tout, tout n'est pas méga bien organisé, je me laisse vachement de flexibilité, si je veux sortir sur un coup de tête, je sors sur un coup de tête, enfin, il y a pas du tout ce truc où je me dis, tout doit être carré, faut que je fasse attention à tout, donc en fait, j'ai une vie pro où je suis méga organisée, méga rigoureuse et méga rationnelle. J'ai une vie perso où je suis hyper émotionnelle, pas tout le temps méga bien organisée, donc en fait, ce qui me laisse vachement plus de flexibilité et donc qui me laisse cette impression que j'ai ce petit côté foufou de jeune adulte que du coup n'importe quelle personne de mon âge a. J'essaye de l'avoir. Bon, évidemment, je l'ai pas trop parce que j'aime pas trop l'alcool, donc je me mets quasiment jamais des cuites. J'ai jamais essayé la drogue de ma vie. Je suis pas le genre de meuf qui va faire des trucs illégaux pour me retrouver en tôle pendant 24 heures. Donc effectivement, je ne parle pas de ce côté roue libre où ça peut te faire évacuer n'importe quelle zone de stress, j'en sais rien. Mais si je veux sortir et danser jusqu'à 3 heures du matin avec des potes, je le fais. Si après, avec des potes, on veut en fait finalement changer... Enfin, je suis vachement beaucoup plus je reste quand même dans le contrôle parce que je reste quand même très en fait je suis quand même assez raisonnable comme fille, ce que je réalise aussi en te disant ça. Je me fais un peu chiante. Non, alors je n'ai pas chiante, mais les gars, je vous le dis, 16 à 40 ans, elle est en mode pump it up aux Philippines, je sais pas où. Non, par contre, c'est possible qu'un jour tu vois là je suis très souvent à Paris. Moi, j'ai quand même vécu pendant 6 ans, d'abord 4 ans entre la Suisse et Paris, où pendant 2 semaines, je restais pas dans la même ville. Après, j'ai vécu quasiment 2 ans à Londres. Donc, en fait, je bougeais tout le temps. Donc, ça, par contre, à un moment, ça va me manquer le fait de rebouger souvent. Donc, ça, effectivement, un jour, j'irai jamais habiter définitivement aux Philippines, mais peut-être qu'un jour, je partirai un mois à Bali, ou en plus, en ce moment, je crois que j'ai tous mes potes qui se cassent à Bali pour bosser. Je sais pas ce qui se passe avec Bali. Il y a ça fait longtemps qu'il se passe un truc avec Bali. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Je me dis, mais moi aussi, j'en peux plus, je vais finir par partir aussi. Je sais pas ce qui se passe. Donc, en fait, ça m'a vachement donné très envie d'aller tester Bali. Donc, ça, effectivement, c'est possible qu'un jour, peut-être que je télétravaille une semaine par-ci, une semaine par-là, mais après, pour l'instant, ça va. Je pense pas que je pèterai un câble. Encore une fois, parce que j'adore ce que je fais et que même si je pouvais changer d'industrie ou si je devais refaire tout ça, je resterais vraiment là où je suis. Je referais les choses vraiment telles qu'elles sont. Et donc, là-dessus, j'ai aucune frustration qui fait que je pense que je pèterai pas de câble. Et en plus, comme je me repose et que je prends quand même soin de moi,
Je vais pas arriver à ce truc ça, de en fait. me retenir, et un jour exploser, comme je vois beaucoup de potes d'entrepreneurs qui dorment 4 heures, 5 heures par nuit. Et je me dis, mais je suis sûre qu'en plus, ils se pensent trop stylés. Ils se disent, putain, on est vraiment des battants. Je suis en mode, les gars, vous allez pas tenir plus de 3 ans, quoi. Enfin, t'as des trucs genre méga contre-productifs. Enfin, les gens qui comprennent pas que c'est un marathon et pas un sprint, à la base, ils ont rien compris, quoi, tu vois, les potes. Mais bon. Et donc ça, c'est là, ta santé. Et c'est vraiment le truc le plus important, mais même dans n'importe quel job que tu fais, parce que sinon, tu ne vas juste pas réussir à vraiment donner tout ce que tu peux donner en termes de compétences, ou même d'apprendre un maximum de choses si toi-même t'es pas en forme physiquement, quoi, tu vois. Et ça, c'est un truc que les gens, ils pensent pas assez à prendre soin d'eux. Mais c'est con, faire du sport, l'alimentation, bien dormir. Donc ça peut paraître des trucs hyper évidents, mais là, très peu de gens le font, en fait, vraiment beaucoup. Oui. Là où justement les entrepreneurs ont quand même souvent ce mindset de, moi j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui font du sport, qui quand même se nourrissent bien, qui arrivent quand même à bien dormir. J'en connais d'autres, c'est l'inverse, c'est la roue libre totale, tu vois. C'est en fait d'un extrême à l'autre, j'ai remarqué. Oui. Non, mais c'est assez marrant. Mais parce que du coup, cette vibe un peu entrepreneuriat, prendre soin de soi, la salle de sport, c'est-à-dire que si t'es un entrepreneur et que tu vas pas à la salle de sport, même moi, je me suis mis dans ce mood, salle de sport, etc. 22h30, je suis en stress en me disant, oula, il faut que j'aille me coucher, tu vois, je suis border là. Et c'est vrai que parfois, enfin, tu vois, la semaine, j'ai vraiment besoin d'avoir de plus en plus cette discipline de vie où certaines personnes de mon entourage vont pas forcément comprendre, en mode, ça va, Sandra, détends-toi, tu vois, genre, cool. Et non, en fait, pas cool. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et j'ai besoin d'avoir ce truc-là, cette routine-là, pour justement, comme tu dis, préserver mon équilibre de vie. D'autant plus que moi, je suis maman, donc il faut savoir concilier toutes tes casquettes de vie, tu vois. Combien d'enfants? Un seul. Mais c'est déjà, tu vois, il faut lui accorder. Ça, c'est intéressant. Comment tu fais pour gérer les deux? Du coup, on fait mon interview, maintenant on enchaîne. En fait, finalement, tu vois, en tant que solopreneur, pour le coup, c'est une chance. C'est une chance, pourquoi? Parce que du coup, dans tes journées, t'as, si tu veux, un impératif qui fait que chaque jour, tu sais qu'à 17h, tu dois fermer ton PC. C'est comme ça, t'as pas le choix. Et si j'avais pas ça, peut-être que parce que j'adore travailler, je pourrais être en mode 9h, 23h, non-stop, tu vois. Et du coup, je sais qu'à 17h, je dois aller récupérer mon fils. Et en plus de ça, j'entre dans une autre partie de ma vie. C'est complètement autre chose. Les personnes que je vais côtoyer dans ces moments-là, c'est complètement différent de mes habitudes. C'est des moments où tu vas peut-être passer 1 heure au parc avec ton fils. Enfin, tu sors complètement de ta sphère et c'est des moments qui sont un peu hors du temps, tu vois. Enfin, et c'est important, en fait. Ça me permet, si tu veux, par la force des choses, de préserver mon équilibre de vie, en fait. C'est trop bien. Ça t'a fait... Enfin, c'était cool d'avoir... T'avais envie d'en avoir un? Ah, mais grave. Mais t'inquiète pas, 22 ans. T'inquiète. Vraiment. Non, moi, j'ai hâte d'en avoir, justement. Ah, tu as hâte d'en avoir? Ouais, donc... Incroyable. Tu as hâte de tout gérer. Tu as hâte d'être Wonder Woman qui gère toute la casquette. En fait, mais comme j'ai vu ma mère le faire pour nous, d'avoir très bien réussi professionnellement tout en élevant des enfants, je me vois très bien le faire. Je me vois très bien... du coup, je suis vachement, en fait, rassurée sur le fait que si un jour, avec mon mari, on divorce, ce sera pas grave, que je m'en remettrai très facilement, que je peux totalement réussir à gérer une putain de carrière tout en élevant un enfant, ou même plusieurs enfants, parce que j'ai eu ce modèle-là, en fait, toute ma vie. Donc même pour moi, d'accepter le fait que je vais élever un enfant à deux, j'ai plus de mal de me dire qu'en fait, les décisions, ça va pas être que moi qui vais devoir les prendre. Et ça, c'est moi qui adore tout contrôler, tout gérer, parce que j'ai souvent l'impression que ça va être moins bien fait si c'est pas moi qui le fais, que j'ai ce truc de devoir, voilà, accepter ça. Mais non, mais putain, moi, c'était pas même pas impossible que j'ai des enfants, en fait, assez jeunes. C'est pas impossible que j'en ai. Non, ça me choquerait pas du tout, ouais. Sixtine. Ça me choquerait pas du tout. En tout cas, ça serait dans l'ordre des choses. Et par rapport, en tout cas, à la personne que je vois de toi, en tout cas, là, en 1 heure d'interview, oui, tu fais tout plus en avance, donc ça ferait sens. Et en plus, t'en as envie, donc il n'y a pas de raison, tu vois. Les enfants, ouais. Il faut juste trouver le mec, du coup. Ça, je l'ai. Après, est-ce que c'est le bon, je sais pas. Voilà. Je pense. Faudrait déjà que je me marie avec avant. Je suis assez radie là-dessus. C'est pas impossible, ouais, que je fais que dans 3 ans, je suis mariée, dans 5 ans, j'ai des gosses, en fait. Donc, t'as déjà un plan? T'as un plan de ta vie? T'as un plan t'as une vision long terme de ta vie? Ma vie perso, un peu. Ma vie pro, c'est plus compliqué parce que ça change en 6 mois, tout change dans l'entrepreneuriat. Donc, pas forcément. Je sais où on veut aller, ce qu'on veut en faire. Après, combien de temps ça va prendre, c'est plus compliqué à savoir. Vie perso, je sais à peu près, ouais. Ouais, j'ai un thème, bien sûr. 2 ans de demande en mariage, 3 ans on est mariés, 5 ans l'Écosse, voilà. Est-ce que tu penses que c'est bien d'avoir des plans dans la vie? Est-ce que tu penses que les plans sont toujours respectés? Est-ce que tu laisses une part de surprise aussi? Je laisse une grosse part de surprise, évidemment. J'adore être surprise, ça se trouve, je vais tomber folle amoureuse de quelqu'un d'autre, ou lui, ou machin, et donc en fait, bien sûr. Je pense que la vie est profondément bien faite, donc je suis très ouverte
ce qui peut arriver. En revanche, je pense que c'est important d'avoir une part de, au moins, de projection, juste pour te rassurer. Et du coup, te permettre de pouvoir oser plus facilement des choses. C'est juste parce que ça te rassure toi-même, en fait. C'est tout. Ça se trouve, j'ai pas eu tout marié dans 3 ans, mais je vais me marier peut-être dans 5 ou dans 2. Pas avoir des enfants dans 5 ans, peut-être dans 7 ou dans 3. Enfin, donc en fait, voilà, mais je sais que c'est quelque chose qui va arriver, donc j'essaie un peu de le mettre une timeline dessus, et puis on verra. Donc c'est bien, parce que tu as conscience de ça. Donc c'est hyper important. Est-ce que tu as une définition qui t'est propre de justement réussir ta vie? Ça veut dire quoi pour toi, réussir ta vie? Ça veut dire réussir à être capable de mêler une vie perso et pro de la bonne manière possible. C'est-à-dire d'être épanoui dans ta vie perso et dans ta vie pro en même temps. De réussir les deux, en fait, en même temps. Et de pas avoir à choisir l'un ou l'autre. Pour moi, c'est ça, réussir ta vie. Et t'as déjà connu un échec? Un gros truc? Bien sûr. Bien sûr. J'en ai eu... Là, le premier qui me vient, c'est mon bac. Mon bac, je l'ai eu au rattrapage. Alors, pour les... Quel bac? Le bac ES. Ok. Je l'ai eu au rattrapage, et ça te fait un gros coup où tu perds vachement confiance en toi. Ouais, je comprends. Parce que j'étais première de classe pendant 2 ans. Bon, j'alternais entre 3e et première de classe pendant 2 ans. Et en fait, mon bac, je l'ai eu au rattrapage parce que il y a en fait, on est tombé sur une année où il y avait des problèmes au bac. Il y avait des problèmes avec tous les bacs français. Il y avait des gros problèmes. Et effectivement, on me dit que je vois que je suis au rattrapage. Au début, je comprends pas, je bug. Bah, carrément. Et en fait, j'étais vraiment au rattrapage. Et donc, j'ai passé les rattrapages et tout, mais vraiment, j'étais au bout de ma vie. Genre, je comprenais pas ce qui se passait. Alors que moi, je pensais même avoir une mention, on va pour te dire. Bah, évidemment. Vraiment, voilà. Et en fait, j'ai demandé ma copine d'histoire et ma copine d'éco. Ma copine d'éco, j'avais eu 3/20. Et normalement, si t'as en dessous de 5/20, c'est que t'as rendu une copie incomplète. Donc, je ne comprenais pas. Et en fait, ma copine n'avait pas été corrigée. La personne avait juste écrit n'a pas respecté les critères d'une dissertation, elle m'a mis 3/20. Donc, moi qui ne comprenais pas, je savais que j'aurais pas 18, mais je m'attendais à avoir au moins 12, 13, tu vois. Je l'ai montré à mon prof d'éco quelques mois après, qui m'a dit non, effectivement, mon prof d'éco, il notait assez sévère. Il m'a dit non, moi je t'aurais mis 11, 12 ou 13, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, ok, d'accord, on est bien d'accord. En fait, je pense que je suis tombée sur un mec qui avait juste trop la flemme de corriger les copies. On est tombé sur une année, il y avait beaucoup de problèmes de bac. En Suisse, nous, ils avaient été rendus à l'heure, enfin, dans le sens où on avait eu les notes parfaitement comme ils avaient prévu en termes de calendrier. Moi, j'ai beaucoup d'amis à Paris, en termes d'académie. Moi, nous, on était à l'académie de Grenoble, du coup, vu que j'étais en Suisse. Mais effectivement, l'académie de l'Île-de-France ou de Paris, je sais plus laquelle c'était. J'ai des amis qui ont eu leurs résultats en août, tu vois. Qui, du coup, ça veut dire que par rapport à leurs écoles après, ça savait même pas quand est-ce qu'ils, tu vois. Donc, en fait, c'était vraiment une année où il y avait un énorme bordel au niveau des académies. Et donc, j'ai eu le bac au rattrapage de manière injuste. Sauf que sur le coup, je le savais pas. Il fallait que j'attende de recevoir mes copies que j'ai reçues 2 mois après. Ma copie d'histoire, le mec m'a marqué que j'étais en hors sujet. J'étais complètement dans le sujet. Genre, j'étais vraiment, je me rappelle très bien, ça m'a marqué, c'était sur l'histoire de l'affaire Dreyfus, à partir de, je sais plus, l'histoire de France à partir de l'affaire Dreyfus, ou je sais plus trop quoi, machin. Et j'avais marqué, oui, donc l'affaire Dreyfus, le mec me souligne, il me met hors sujet. C'était vraiment le titre du sujet. Et donc, en fait, donc, soit je suis tombée sur, vraiment, on est tombé sur le gars t'en voulait, je pense. Je sais pas. Il a voulu te saboter, je pense. Non, parce que en plus, ils ont même pas accès au nom, au prénom. Ah oui, c'est vrai. Donc en fait, ils ont accès, mais normalement, par déontologie, ils ne regardent pas. Et aussi par, je pense, pas qu'il y ait de discrimination ou autre. Bien sûr. Et vraiment, j'avais été choquée. Donc je savais que une fois que j'ai vu ça, ça m'a vachement reboosté, etc. Mais sur le coup, en fait, en plus à ce moment-là, je venais de fréquenter mon mec qui, du coup, est plus âgé que moi, parce que moi, je peux pas sortir avec quelqu'un de mon âge, donc un mec qui a 7 ans de plus que toi, lui, il est déjà en train de bosser depuis je sais pas combien de temps, qui fait des études prestigieuses, et toi, t'arrives, t'es en train de passer ton bac, en plus, tu te chies à ton bac, tu vois, donc super. Ma mère, je suis quand même défoncée, elle m'a pas du tout défoncée, donc ça allait, mais moi, vis-à-vis de mes parents qui étaient premiers en classe, machin, qui était un peu l'élève modèle, qui va faire des belles études, enfin, dans la tête de mes parents, du coup, paf. Vis-à-vis de mes potes, la meuf première de classe, négation d'elle, en fait, qui se chie dessus, donc j'étais vraiment en mode, super, ça va. Et donc, finalement, ma mère m'a vachement soutenue, elle m'a même pas engueulé ni rien, parce que même elle, ça lui paraissait tellement improbable qu'elle m'a même pas engueulé ni rien. Bah, bien sûr, elle a compris qu'il y avait un loup, quoi. Enfin. C'est ça. Elle a pas du tout, surtout que je devais rentrer à la Sorbonne, quoi qu'il arrive, il fallait juste que j'ai mon bac, donc elle était pas non plus très stressée, mais moi, voilà. Mon mec, par l'époque, on se mettait pas encore ensemble, mais il m'a vachement plus soutenu que ce que je pensais. Il était très présent, et je pensais vraiment qu'il me prendrait pour une teubée, et voilà. Donc en fait, ça allait, mais sur le coup, ça a été un vrai gros choc. C'était dur pendant plusieurs jours, en plus même des amis que j'adore, mais pas du tout drivé par ce qu'elles veulent faire plus tard, pas du tout drivé par l'ambition, vraiment drivé par la fête, les potes, les gossips. Même elles avaient mûri, c'est pas que moi, donc je m'étais dit même vis-à-vis des gens, j'ai passé pour un... Donc en fait, non, mais tu savais qu'il y avait un truc... Oui, mais vraiment, sur le coup, je me suis vraiment dit, mais en fait,
merde, ça se trouve, enfin, vraiment, tu comprends pas. Vraiment, sur le coup, tu te dis, en fait, personne n'a compris. Le directeur de l'école aussi, il m'a regardé, mais gars, alors ça, c'est Christine, normalement, je m'attendais à tous les élèves, alors sauf à toi. Qu'est-ce qui vous arrive? Et moi, j'étais en larmes, Tu m'étonnes. j'étais paniquée. Donc ça, c'était un gros échec pro, entre guillemets, qui m'a vraiment marqué. C'était vraiment pas évident. Mais j'ai remarqué les échecs pro, pour moi, sont beaucoup plus faciles à digérer que les échecs perso. Genre que les séparations de couple, que des parents qui divorcent, que des prises ou perte de poids, ça dépend des gens. Pour moi, c'est plus facile à gérer un échec professionnel qu'un échec personnel, parce que du coup, personnel, t'as beaucoup plus d'émotionnel dedans. Et je sais plus gérer le rationnel que gérer l'émotionnel. Aujourd'hui, je sais très bien mieux gérer l'émotionnel qu'avant, parce que j'ai appris à le faire. Mais à l'époque, n'importe quel truc qui me faisait un choc émotionnel, j'avais du mal à bien le gérer. Ça me paralysait, quoi. Donc, ça me faisait tellement de mal, surtout. Parce que c'était relié à ça. Et quand tu dis que t'as appris à le faire, c'est-à-dire? À force, alors je sais pas comment j'ai appris, je pense que c'est à force d'accepter que ça peut arriver et que tu vas t'en remettre. C'est vraiment un mindset optimiste que je suis vraiment devenue comme ça. Et surtout, du travail sur toi dans le sens de t'as vu que t'avais réussi à te remettre de choses difficiles, donc tu sais que... Ouais, c'est vraiment ça, c'est que t'as vu que t'as réussi à te remettre de choses difficiles, donc tu sais que tu vas te remettre de choses plus tard, et tu sais que dans chaque échec, il y a toujours des choses positives qui en sortent, donc c'est vraiment ce mindset qui a fait que j'ai réussi à me remettre. Et puis à force de te prendre des coups durs, à la fin, t'encaisses et... Complètement. Tu retiens. C'est quoi le truc le plus fou que t'as fait dans ta vie? Je vais pas te dire d'avoir monté une boîte avec mon frère parce que ça paraît trop facile. Ouais, non, trop. Je vais te dire un truc peut-être un peu plus concret. Le truc le plus fou que j'ai fait dans ma vie... Je sais pas, te faire tatouer dans un bar avec une bière à la main, tu vois, par exemple. Non, ça, c'est pas du tout mon délire. Je pense que c'était par amour. Vraiment, ouais. Je pense que c'est d'avoir, sur un coup de tête, fait un stage à Londres pour rester quelques mois avec mon mec. C'était un moment, il fallait qu'on fasse un stage pour l'école, mais comme il y avait le Covid, on n'était plus obligatoirement obligé de faire le stage pour valider l'année, parce que avec le Covid, t'avais pas le choix. Et en fait, sur le coup, j'étais allée le voir à Londres 1 ou 2 semaines, et sur un coup de tête, j'ai fait un stage chez Barnes, donc une agence immobilière, pour rester avec lui à Londres. Trop bien. C'est, je pense, le truc le plus fou que j'ai fait. Vraiment, putain, je suis pas une meuf très... Non, mais attends, tu as 22 ans, c'est-à-dire que t'as encore le temps de faire des choses un peu folles. Ouais. J'ai envie de sauter en parachute. Voilà. Mais je les ai pas encore fait. Bah tant mieux, c'est bien, ça veut dire qu'il te reste encore des choses à faire. Donc t'as quand même fait un truc fou pour faire une petite transition. Récemment. Voilà. C'était pas récemment, c'était il y a... Non, mais est-ce que tu sais de quoi je vais parler? Non. Non, tu ne sais pas. Ah si. Si. Je me suis dit, t'auras capté. Oui, c'est vrai que moi, ça me paraît pas fou, en fait. Bah oui, voilà, mais bon. T'as fait un truc fou récemment, c'est que tu as fait, toi et ta team, et avec tes associés, vous avez levé des fonds. C'est un très bon enchaînement, ça. Ouais, technique, hein. Habitude du podcast. Hein. Évidemment. Donc, effectivement, on a levé des fonds, et on a levé un peu plus d'1 million pour acheter un média, donc pour faire de la croissance externe. Et ça, c'est pas fou, les gars. Lever 1 million, les gars, c'est pas fou. C'est easy peasy. C'est juste qu'on est tellement dedans depuis genre bah, bien sûr. 2-3 mois, voire un peu plus, que du coup, ça... Alors, en fait, ça fait longtemps qu'on a l'idée, mais le moment où on a vraiment enclenché de lever des fonds avec DBA, c'était en fin juin. Donc, ça s'est fait hyper vite, en fait. Incroyable. En fait, on a levé 1 million en même pas 3 semaines, 1 mois. Ça s'est fait hyper vite. Waouh. C'était le rachat qui était plus long. Le rachat était plus long. Ça a pris plus de temps avec l'un des 2 fondateurs de la boîte. Donc raconte, donc effectivement, donc tu as levé... Alors, première partie que j'aimerais vite fait comprendre, donc tu as levé des fonds, tu dis que tu as commencé à initier ce truc-là en juin. Comment ça s'est passé, s'il te plaît? Tu es quand même rentré en contact avec des personnes qui nous semblent à nous inaccessibles, du style Xavier Niel, etc. Donc, comment tu es rentré en contact avec eux? Comment ça s'est passé? Et ensuite, tu peux nous raconter aussi le fait que tu as racheté une boîte. C'est intéressant aussi cet aspect-là. Alors, à la base, on voulait lever des fonds à partir de février dernier, je crois, avec un fonds à la base. Sauf que finalement, les conditions du fonds, moi, me convenaient pas. Donc, j'ai dit aux garçons que je refusais de lever des fonds avec eux. Genre, on s'entendait vraiment bien avec eux, etc. Mais c'est juste que c'était des conditions où j'ai l'impression que ça allait me priver de la liberté. Ça allait me priver de cette liberté de ce pourquoi on avait fait tout ça. Qui n'étaient pas forcément c'était des clauses normales de quand tu lèves des fonds avec un fonds, tu vois. Rien de fou, rien d'emprisonnant. Du style, je sais pas, non, mais tu vois, genre des telle ou telle clause de bad liver ou de medium liver, enfin des trucs normaux, si t'as un associé qui déconne, ou si t'as des trucs normaux,
ou juste, voilà, mais sauf que c'était plein de petits trucs qui faisaient que j'avais l'impression que C'était trop. j'allais me sentir, emprisonnée, et que comme si quelqu'un allait tout le temps checker ce qu'on faisait, et moi, j'étais en mode, en fait, j'ai fait tout ça justement pour pas avoir à rendre des comptes à quelqu'un, donc c'est pas maintenant qu'on va le faire, surtout qu'en plus, on lève des fonds pas par besoin, mais on lève des fonds pour justement scaler encore plus. Donc c'était en plus j'avais l'impression qu'on se faisait traiter comme des jeunes qui ont besoin de lever des fonds pour survivre, tu vois. Comme si on n'avait pas la main mise sur le deal, alors qu'en fait c'est nous qui décidons de lever des fonds et qu'au pire on peut ne pas en lever, ça va rien changer à ce qui se passe. Donc j'aimais pas du tout le truc de lever des fonds avec un fonds, parce que je sentais que tous les fonds allaient être comme ça et que ça me convenait pas. Donc moi j'ai écrit en parallèle à Xavier Niel, qui Marie, un truc de dingue, oui, effectivement, ça paraît un peu lunaire. Tu nous donneras son email, s'il te plaît. Tout le monde peut le trouver, l'email, en plus. Ah ouais? Ah ouais. C'est fou. Et Okay. puis, j'avoue, j'ai écrit un bon email. Puis le projet, enfin, le client, c'est quand tu lances un média, moi, c'est un projet, je suis passionnée par ça. C'est un projet qui est, entre guillemets, un peu sexy. Tu vois, je monte pas une boîte dans des fils électriques. Donc, effectivement, c'est plus susceptible de plaire aux gens. T'as trouvé les bons mots. J'ai trouvé les bons mots, j'ai trouvé la bonne approche, j'ai trouvé tout le bon truc. Et il m'a répondu en disant qu'il était intéressé, que du coup, il voulait investir. Ça s'est fait vraiment en 2-3 échanges d'emails hyper vite. Enfin, c'était assez hallucinant. Et c'est lui qui répond? Ouais. Ok. Il répond. Et ça, c'est un truc qui est très vrai. Tous les plus grands businessmen mettent moins de... Mettons, je sais pas, 15 minutes à répondre à un message. Arrête. Ah, je te promets. C'est vrai. Ils répondent très vite au téléphone. C'est vrai. C'est fou parce que quand Xavier Niel investit dans un projet, tu sais que ton projet, c'est de la bombe, quoi. C'est de la bombe ou de la love money. Généralement, il investit très peu à titre personnel, on m'a dit. Et là, il a investi du coup à titre... Enfin, perso, c'était pas via Kima, qui est son fonds de médias. C'était vraiment... parce que justement, nous, à la base, Kima, on nous avait dit non, ils veulent plus maintenant investir dans des médias ou dans des médias avec des associés, ou je sais plus c'était quoi la cause. Mais du coup, on s'était dit qu'on leur avait même pas forcément plus demandé que ça, parce qu'on s'était dit qu'on allait se faire refuser. Et du coup, Xavier Niel a investi, tu quoi, à titre perse là-dedans, ce qui est un truc normalement qui ne se fait quasiment jamais. Ouais, c'est complètement dingue. Très, très fou. Et du coup, en fait, on s'est rappelé qu'on avait plein de potes qui nous avaient dit si un jour vous levez, contactez-nous. Enfin, dites-le nous et on mettra un ticket. Et donc, en fait, on a relancé tout le monde et du coup, on a levé très, très vite 1 million, quoi. Et donc, auprès de combien de business angels vous avez levé? 10, 15, comme ça. Canon, félicitations. Et donc, c'était... C'est canon. C'était top. Franchement, lever des fonds, c'était en fait très facile. Ce qui paraît dingue. Délirant de dire ça dans l'époque dans laquelle on vit, mais en fait, c'était pas si compliqué. Avec le recul, c'était vraiment le rachat qui était fatigant, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait, quand tu lèves des fonds avec des BA, ils sont pas là à vouloir t'imposer X ou Y conditions. Ils sont vraiment là, soit en mode love money, soit ils croient en les gens qui font le projet, soit ils croient dans le projet. Donc, en fait, ils sont vraiment pas là à vouloir imposer des conditions alors que ça sert à rien. Par contre, le rachat, t'as plein de trucs à négocier, de machins, ça va dans les avocats de tout le monde, les trucs, donc ça, c'était plus lent. Et c'était plus fatigant psychologiquement à gérer. Donc, finalement, avec le recul, la levée nous a paru hyper facile, en fait. C'est fou. Ouais. Mais c'est cool. Ouais, c'est cool. Mais c'est vrai qu'on m'a toujours dit, Sandra, si jamais un jour t'as besoin de trouver des thunes, t'as toujours un moyen de trouver des thunes. Et c'est vrai que quand on n'est pas dedans et quand on n'a jamais levé ou quoi que ce soit, on a l'impression qu'il y a un espèce de mur entre les deux, tu vois, enfin un gap en fait. Donc c'est intéressant le fait que tu dises que bah non, c'est pas si difficile et puis c'est peut-être rapide. Ça peut être très rapide. Oui, c'est vrai. Donc super, plein de beaux projets, j'imagine, pour la suite. Moi, il y a un truc avec lequel je voulais terminer, Sixtine, que je sais que tu as dit dans une de tes interviews. Tu adorerais animer un débat politique. En tout cas, tu aimerais rentrer un petit peu dans cette sphère. C'est un peu ton fantasme, ton objectif, enfin un de tes objectifs, j'imagine. Donc ça, c'est vraiment... Alors, je reformule, parce que animer des débats politiques, j'ai déjà fait. Ok, enfin, présidentielle. C'est animer le débat du second tour de la présidentielle. Ça, c'est un de mes plus grands rêves, parce que à la base, j'ai quand même monté criant parce que je suis spécialiste politique. Quand j'étais petite, je voulais être présidente de la République. Donc, j'ai quand même je sais pas pourquoi, passion de la politique. Et donc, animer le débat du second tour de la présidentielle, ce serait un vrai kiff. Tu vas y arriver? Je suis sûre qu'on y arrivera un jour. Ça veut pas dire qu'on sera pas en coproduction avec TF1 en même temps, diffusé sur les deux en même temps, je sais pas. Mais on y arrivera. Au vu de ta détermination, franchement. On y arrivera, parce qu'en fait, ils n'auront juste pas le choix que s'ils veulent toucher les jeunes, il faudra passer par d'autres moyens de distribution que juste la télé. Complètement. Donc, je pense pas que ça sera en 2027, ça va être trop tôt, mais peut-être 2032. Mais j'y arriverai un jour. Je suis certaine. En tout cas, dream big, hein? Il faut. Voilà, exactement. Il faut.
Sixtine, c'est trop chouette. Je te proposerais bien de passer l'après-midi sur ce canapé avec moi et de papoter. On est hyper bien. Il nous manque un petit truc là, je sais pas, un petit latte. J'allais dire, un petit truc, voilà. Ouais, je suis d'accord. Un petit truc cosy. On a un petit rituel dans le podcast des locomotives, c'est qu'on pose toujours 3 questions à la fin. Vas-y. Donc bon, là, on a un peu spoilé le truc, du coup, mais c'était quoi ton rêve de petite fille? C'était... Alors, première femme sur la Lune ou président de la République. Ah ouais. T'es vraiment dans le dream big tout le temps, quoi. Tout le temps. Putain, faut que je m'injecte ça aussi. Je vais m'injecter davantage ce truc-là. Je veux dire à mon fils, mais tu sais que je lui dis déjà, je lui dis déjà, n'aie jamais de limite, en fait. Tu es capable de faire tout ce que tu veux. Donc, je suis à fond dans ce truc dream big. Deuxième question, est-ce que tu as un mantra, une phrase, une philosophie de vie? Putain, c'est une bonne question. Elle a le droit de réfléchir. Oui, ma philosophie de vie, c'est d'être toujours hyper optimiste. T'as pas une phrase un peu plus sexy, s'il te plaît, Sixtine? Et j'ai pas forcément... Je vais pas sortir ma phrase sur LinkedIn qui prend la parole, qui est ma timeline sur LinkedIn. Enfin, ma tagline. Ça, c'est très politique. Ouais. Très politique. Non, c'est... Sois toujours optimiste. Ça, vraiment, c'est pas très sexy, mais si tu l'appliques, ça marche très bien. Je dirais qu'il manque une partie de la phrase, sois toujours optimiste afin de t'épanouir. C'est trop bateau, ça. Afin de... Non, mais c'est très bien, je t'embête. Sois toujours optimiste, c'est très bien. Et t'as raison, l'optimisme, c'est une des clés. Dernière question. Est-ce que... je vais y arriver. Ça veut dire quoi pour toi, être la locomotive de sa vie? Vivre en fonction de ses propres choix. Simple, efficace. On adore. Merci, Sixtine. Merci à toi. Très bonne question de fin. Bien. On l'adore, celle-là. C'est la meilleure. Ouais, bien. Comment on termine un podcast filmé, les gars? Faut dire... Alors... J'espère que le podcast vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir pour la soutenir. Et ben voilà, elle l'a fait à ma place, donc je vais pas le faire en fait. Et j'allais dire bonne vidéo, mais ça c'est l'intro. Du coup, bonne soirée, bonne journée, bonne nuit. Salut tout le monde. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.